Au cœur des gorges de l'Aveyron, la forteresse de Pennes, bâtie sur une falaise vertigineuse, défie les lois de l'équilibre depuis plus d'un millénaire. Les vestiges datés des XIIe, XIIIe et XIVe siècles ont conservé le caractère médiéval de cette place forte, à l'origine résidence des seigneurs de Pennes et qui a traversé sans dommage les périodes troublées qui ébranlèrent la région. Le château passa ensuite sous domination royale à la fin du XIIIe siècle et remanié devint une garnison militaire. Peu à peu ruiné, le bâtiment semble définitivement abandonné au début du XVIIIe siècle, mais désormais en cours de restauration, il révèle aujourd'hui ces différentes époques à partir de fouilles réalisées annuellement par une équipe de bénévoles dirigée par Florence Guillot, archéologue médiéviste. Après la partie sommitale en 2019 et 2020, c'est la basse-cour, partie qui se trouve entre la forteresse et la première ligne de défense, qui fait cette année l'objet de recherches. Dans cette année, on avait 3 secteurs de fouilles. On a terminé l'église, enfin le secteur qu'on appelle l'église, où il n'y avait pas qu'une église, mais les tours de l'an dernier. Cette année, donc, on se recentre, il y a un programme de recherche. Et le programme de recherche définit des objectifs, on va dire, on appelle ça des problématiques, des questionnements, les questionnements principaux. Et par rapport à ces questionnements, on va positionner les fouilles, mais aussi par rapport à la valorisation qui est à venir. Parce que de toute façon, pour la valorisation, il va falloir descendre des niveaux et faire des fouilles. Donc on essaye que ce soit ensemble. Donc cette année, on a fouillé un escalier ancien qui va servir à la valorisation. On a attaqué la fouille et quasiment fini de cet espace. On est dans la basse-cour, donc au pied du château capétien du XIVe et postérieur. Mais on n'est pas forcément toujours dans la basse-cour parce que le château plus ancien, a une grande surface à peu près plane qui va beaucoup plus loin que le château capétien et puis une enceinte plus basse, donc avec un habitat, on dit subordonné, c'est-à-dire enveloppant autour. Donc on fouille ça pour voir comment s'est mis en place la basse-cour et qu'est-ce qu'il y avait avant. Pour la petite histoire, on a d'abord fouillé les remblais mis en place par les militaires en 1989 qui ont dégagé à l'intérieur du château, créé la rampe d'accès et tout reversé là en vrac. Normalement, ça devait être que des gravats, mais en fait, ils ont bien dégagé des niveaux de sol et tout mélangé. Mais c'est quand même informatif parce qu'il y a beaucoup de mobilier. Et ensuite, on a fouillé des remblais du 15e au 14e. On est encore dessus, ça commence à se structurer. L'espace a été bien restructuré au 14e et ça on le verra l'an prochain puisqu'on termine la fouille aujourd'hui. Donc on a fouillé des remblais et des niveaux de sol de cette époque-là avec, premier étonnement, ce mur en mortier de chaux qui double le mur. On n'a pas tout compris, on va réfléchir maintenant. Il y a une grande aire de gâchage, c'est le demi-cercle là, on gâche. Et ensuite il y a ce mur qui est très dégradé mais qui a pu être bien mieux, qui est très mal assisé. On voit le tas de cailloux sur lequel il pose. Qui a été mis en place au 15e. En tout cas, dans la seconde moitié 14e, comme dans l'église, on sent que dans ce château qui a été construit fin 13e, début 14e, la partie capétienne, le château qu'on voit majoritairement aujourd'hui, il se passe quelque chose, il y a un total changement d'objectif et de regard sur la fortification. Dans l'église, on met en place des vitraux début 14e, qui sont les mêmes que ceux du Palais des Papes d'Avignon. C'est un bâtiment magnifique. Ici, on construit une entrée, un château capétien, avec une entrée qui est la copie de la porte narbonnaise de Carcassonne. Donc c'est aussi une œuvre magnifique. Donc là, début 14e, on est dans quelque chose d'exceptionnel. Et bien fin 14e, dans l'église, on a montré avec l'étude de mobilier l'an dernier, ils sont déjà en train de fondre, de casser les vitraux pour fondre le plomb et le récupérer, quelques générations après. Et ici, c'est pareil, ils sont en train de mettre des gros remblais, puis de faire des murs. Ils ont même jeté, il y a un gros bloc là-bas, une moulure très jolie qui n'est pas du tout brisée. On a vraiment l'impression qu'à cette époque-là, la fortification, elle sert dans la rapidité, on n'est plus du tout soigneux, on n'est plus dans le bel ouvrage symbolique et ostentatoire. Et ce qui est fantastique, bon, alors, il y a quand même au moins 60, 70 ans, 80 ans entre les deux phases, mais c'est le changement tellement rapide de manière de voir et d'utiliser la forteresse qui ressort donc de la fouille de l'église et de celle-ci.
Après, on a fouillé la grotte aussi, dessous, qui est un des accès, une des portes qui est juste au-dessus. On appelle ça la grotte, mais c'est une grotte avec un espace ouvert. C'est une petite baume, hein, on va dire pas grand-chose. Ça fait 2 mètres de profondeur sur 10 mètres de long. Hein. Au 14e, donc pendant la guerre de 100 ans, ils continuent à garder cette entrée ancienne. Au cours du Moyen-Âge, il y a des blocs énormes qui sont tombés, qui ont détruit le bâtiment et donc qui ont provoqué sa reconstruction au 14e pour continuer à garder l'entrée. On est sur un niveau 14e qui a été détruit, enfin le niveau qu'on fait émerger est 14e pour l'instant. Le niveau le plus ancien a été détruit par un effondrement de la pièce. Et on essaye de démêler un peu toutes les strates pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est affaissé et comment le tout a été rephasé pour refaire un niveau beaucoup plus haut que celui originel. Et donc notre rôle, nous, c'est d'essayer de comprendre un peu comment ça s'est organisé en fonctionnant par strates. Donc on divise le terrain en différentes couches. Et dans chaque couche, on trouve du mobilier, donc des objets archéologiques. Et à partir de ces objets, on peut faire différentes analyses. Le mobilier, extrait lors des fouilles, est ensuite nettoyé, trié et répertorié. Donc tous les jours, on sort tout un tas d'objets, donc on appelle ça le mobilier archéologique. Et donc ça, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a sorti en fait hier. Donc on le lave à la brosse à dents et à l'eau, on le trie, et donc il passe dans ces sacs-là. Donc on les trie en fonction du type d'objet, donc par exemple on met tous les os ensemble, on met toute la céramique ensemble, et aussi on note bien aussi dans quelle couche on l'a trouvé, ça c'est super important, parce que c'est ce qui va nous permettre après de réfléchir en fonction par exemple du nombre d'ossements, du nombre de céramiques. Et tout ce qui est métal aussi on le met ensemble, et tous les objets un peu, on va dire, un peu exceptionnels entre guillemets, donc tout ce qui n'est pas des ossements, par exemple tout ce qui est monnaie, tout ça on va l'isoler tout en renseignant bien sûr la couche dans laquelle on l'a trouvé. So